Willkommen, bienvenue, welcome to Programmation in franglais. Mon nom est William, je travaille pour Zenica en Nantes, c'est pas très loin, et j'ai été codant depuis que j'étais un peu pipi petit garçon. Je suis anglo-américain et arrivé en France il y a environ 30 ans, et en ces trentaines d'années, je parle bien la France, n'est-ce pas ? Donc, dans cette session, j'aimerais vous parler de ma situation, de mon point de vue d'anglophone arrivant en France et dans le monde de l'informatique. En tout cas, une facette de cela. Bien sûr, en début de projet, on connaît tous la question cruciale. What language are we coding this project in? Et vous répondez souvent avec quoi? What language do you code in? Rust, oui, yeah, Rust. What other languages do you use? No, only Rust. Only Rust people in this room. That's amazing. PHP, okay. Other answers? Java, okay. Python, not Python. When my dad came to France and people said, "Oh, you must know Monty Python." What the hell is Monty Python? Okay, the obvious answer is English. Like that. Has anybody seen code like that? That's very good English code. Yes, you've seen code like that. Have you written code like that? You might not want to tell. Okay. So, yes, we like to code in English. So, the plan, le plan, it's the same word, yeah? The plan, le plan, is to talk about why English isn't the obvious answer to the question, to give a solution, and to share some tips and tricks that I've picked up over the years. Alors, pourquoi l'anglais? Ce n'est pas la réponse évidente à la question en quelle langue on va coder notre projet. Bon, il y a pas mal d'éléments de réponse, je vais itérer certaines choses. Je garderai le meilleur pour la fin. Donc moi, je suis informaticien depuis assez petit. J'ai commencé à faire mes premières lignes de basique à l'âge de 8-9 ans. J'ai commencé à faire du C à l'âge de 10 ans. Je suis arrivé au chapitre 4 sur les pointeurs du livre Kernighan et Ricci, que tout le monde a lu, bien sûr. Et j'ai fait... Donc voilà, je suis très curieux, j'ai codé dans plein de langues, de langages de programmation différents. J'ai un vécu multiculturel, multilinguistique. Bon, c'est pas si éclectique que ça, hein, ça reste entre anglais et français. Et puis, je m'intéresse à la linguistique depuis que je suis assez petit, depuis que j'ai lu Le Hobbit. Le Hobbit, c'était génial, il y a des cartes très belles, il y a des runes écrites sur la carte, on ne comprend rien, sauf que dans le premier chapitre, dans la préface du livre, il nous explique comment retrouver la trappe de transcription et comment décoder le message. J'aimais bien les espions, tous les trucs d'espions et les codes, craquer les codes et tout ça. Donc ça allait très bien avec ça. Puis Le Seigneur des Anneaux, il y avait la langue elfique, qui avait plusieurs façons de se lire, etc. C'était très, très sympathique. J'ai fait du grec ancien à l'école, j'ai fait du japonais un peu en école d'ingénieur, donc très curieux des langues, que ce soit informatique ou naturelles. Deux petits messages importants quand je vais parler de cet usage est bon, pas bon, correct, pas correct. Alors je vais essayer d'éviter le mot correct ou incorrect, parce que du point de vue de la linguistique, un usage est correct toujours relatif au contexte. Le but de la communication, c'est de se faire comprendre. Donc si deux personnes se comprennent, c'est correct. Si un milieu linguistique dit un truc et que les autres personnes arrivent à le comprendre, c'est correct. Ici, si je vais dans une boulangerie, c'est correct de demander un pain au chocolat. Si je vais dans une boulangerie ailleurs en France, c'est correct de demander une chocolatine.
Et donc en fait, alors ce n'est pas une position qui est tenue par tout le monde, hein. Il y a des gens qui aiment bien écrire des articles, je ne sais pas, dans le Figaro par exemple, par hasard, ou sur un site internet avec une rubrique « dire ou ne pas dire », avec à chaque fois des arguments qui ne tiennent pas du tout la route du point de vue des études scientifiques sur le sujet. Donc on ne peut pas juste dire bah, « ça ne se dit pas il faut préciser le contexte et le fait que bah, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Et donc on est plus dans une position de descriptivisme, je décris ce qui se fait et ce qui se comprend, plutôt que prescriptivisme, je vous dis ce qu'il faut faire. Okay. Donc si je pointe du doigt des choses, c'est plus pour constater que ça se passe et qu'il y a des confusions derrière. Et notamment, si je cite des usages, ce n'est pas pour dire ah, « il est bête celui-là ». Non, c'est pour se demander « ok, pourquoi la personne est arrivée à cet usage-là et pourquoi potentiellement ça crée de la compréhension ou au contraire de la confusion ». Ok, ceci étant dit, vous connaissez GeoGuessr, le jeu? Il y en a qui jouent à ça? Beaucoup? Peu? Ok, on vous met sur Google Maps Street View et puis on vous dit vous êtes où? Essayez de trouver sur la carte, puis vous pouvez vous balader pendant un certain temps pour essayer de trouver, d'affiner votre tentative. Donc là, on va faire une version un peu similaire. C'est bah, vous êtes plongé au beau milieu d'un dépôt Git. Eh bien, d'où il sort ce dépôt Git? Voilà, je vous donne un premier indice. Où est-ce que vous pensez que vous vous trouvez ici? Quel type d'application? Est-ce que vous pouvez donner le nom de l'application carrément? À quel milieu linguistique appartient aux personnes qui codent cette application? Des idées? Lancez-vous, hein, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être un francophone qui essaie de faire de l'anglais. Bon, oui, c'est... Vu le nom de la presse, oui. Ouais, passage, ouais. En anglais, ça évoque quoi? Ouais. Et du coup, les personnes qui ont codé ça, ils voulaient dire quoi? On ne sait pas. Il y a des propositions potentielles? Un chemin ou un truc qui te trace ta route, c'est ça? Pardon? Transmettre une information où? De où? Quoi? J'ai pas compris le lien avec passage. Ou passage. Cross. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, les passages lors d'une route, non? Ou passage d'un nœud à un autre dans un réseau, c'est ça? Ok, j'ai compris. Pardon? Un passage piéton. Ah. Ok, c'est très intéressant. Pardon, une dernière idée? Pardon? Ah, the passing of... Est-ce qu'on dit ça en français? En anglais, on dit passing of... Someone passes. C'est que la personne est décédée. C'est une manière, c'est un euphémisme. Mais en français, je ne suis pas sûr qu'on dise qu'on passe, que quelqu'un passe quand... Non? Ok. Bon, je vous donne un autre indice. C'est du même dépôt. Hein. Est-ce qu'on commence à comprendre de quoi il s'agit? Oui? Ah, un passage d'examen. Et est-ce qu'en anglais, on dit ça? Exam, oui, examen, exam. Mais est-ce qu'on dit, quand on va passer son examen, est-ce qu'on dit en anglais I'm going to pass my exam? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On peut le dire, mais ça veut dire réussir, effectivement. Pass the exam, ça veut dire que j'ai réussi l'examen. Alors que si je veux juste passer l'examen, on ne sait pas si j'ai réussi ou pas. C'est quoi le terme? Take, très bien. Ah, il y a des gens qui parlent anglais, c'est super. Et QCM, tout le monde connaît ce sigle en anglais? Ok, vous avez identifié le dépôt du code source PIX. PIX, c'est un outil développé par les Français, c'est financé par, je crois, par de l'argent public, hein, si je ne m'abuse, et c'est une plateforme d'apprentissage de compétences informatiques, enfin numériques, de manière générale. C'est pour aider un peu à la fracture numérique et ça aide aussi dans les écoles, peut-être si vous avez des enfants, des collégiens, collégiennes, vous avez peut-être des enfants qui ont dû se connecter à PIX pour apprendre des choses et pour passer des examens, justement.
et leurs passages sont enregistrés dans cette super classe et table derrière. Ok, passons. Voilà, vous voyez qu'il y a un peu des usages. Vous essayez de coder en anglais, mais c'est pas toujours réussi et ça peut causer des confusions. Alors, des confusions un peu banales. Là, entre francophones, il n'y a pas vraiment de confusion. Hein. Thematic, ça passe où on se dit c'est thématique, c'est un nom. Pour des anglais comme moi, je vous regarde ça. Pour moi, c'est un adjectif seulement. C'est est-ce que c'est dans le thème ou est-ce que c'est pas dans le thème? Donc je m'attends à ce que ça, ce soit une énumération qui me dise, enfin presque booléen, c'est dans le thème, c'est pas dans le thème. Là, on commence à perdre des francophones. Qu'est-ce qu'on voulait dire par ça? Milieu, voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre plutôt en anglais pour évoquer ça? Pardon? Environment? Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais. OK. Bike Location Service, de quoi il s'agit? Bike Rental Service, oui. Location, c'est pas location. Location, c'est le lieu, emplacement, et rental, c'est la location. Et puis, bon, ça va. La petite erreur que j'ai faite en début de presse, plan, c'est la même chose. Le plan d'un document, c'est document plan. Qu'est-ce qu'on mettrait à la place de plan? Summary, ça peut être fait, mais on utilise un autre terme dans ce cas précis, où on met la suite des chapitres et des sous-chapitres. Alors il y a table of contents, très bien. Et puis il y a un autre terme potentiel? Non, on ne met pas... agenda, c'est pour une réunion. C'est pas si faux que ça, mais c'est juste que ça me déclenche un petit peu parce que c'est pas la même chose que agenda. Agenda, c'est pas la même chose. Non, outline. Personne n'a entendu outline? Non. Ok. Et puis l'ordre des mots, particulièrement entre français et anglais, ben, les intuitions ne sont pas du tout les mêmes. Une voiture de course, c'est pas une course de voiture. Ok. Et j'ai déjà vu des situations comme celle-ci où une première personne avait une certaine intuition de l'ordre des mots, a inscrit une constante quelque part, et puis une autre personne, visiblement, a essayé de chercher, mais avec une autre intuition d'ordre des mots, n'a pas trouvé son truc, s'est dit bah, je vais le rajouter, c'est bizarre que ça n'existe pas cette constante. Alors, c'est pas à 2 lignes près, hein. Il y a bien du code qui sépare ces 2 lignes, c'est pour ça que le doublon n'a pas été détecté avant que moi j'arrive. Mais donc voilà, l'intuition d'ordre des mots, il est différent entre anglais et français, et parfois ça fait de la dette technique. Je suis tombé sur une étude qui montrait que les personnes non anglophones rencontraient plus d'erreurs de unknown identifier. Je compile, et en fait, j'ai essayé d'accéder à quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas nommé comme ça. Plus de fautes d'orthographe, j'imagine déjà. Ça doit faire une bonne partie des erreurs comme ça, mais aussi, j'imagine, l'ordre des mots, les traductions, etc. Les intuitions sur les traductions, c'est ça qui induit en erreur. Bon, généralement, des fois, je regarde du code et c'est juste pas de l'anglais. Rassurez-vous, les devs anglophones ne sont pas si bons en anglais que ça non plus. Hein. Les fameux set et get de Java Beans. Le mot set, c'est un choix très malheureux. Le mot set, c'est très surchargé en anglais. Ça veut dire plein de choses différentes. Le mot get aussi. Et ce qui est dommage, c'est qu'on lui donne cette intuition en informatique d'idempotence, mais plus que ça, de safety. Il n'y a pas d'effet de bord quand je fais un get. Je ne peux pas modifier quelque chose en faisant un get. Oui, mais si vous allez à un distributeur automatique de billets, you get money, vous allez consulter votre compte. Pourquoi ça a changé le solde de mon compte de get money? C'est bizarre. If, else, ça, c'est pas de l'anglais. Dans un texte, vous allez rencontrer plutôt if, then, or if, then. Et puis le dernier cas attrape tout, c'est otherwise. Il y a certains langages de programmation qui n'ont pas de mots-clés else comme ça et qui ont comme convention d'utiliser otherwise dans un pattern matching.
Et puis, il y a des fautes d'orthographe. Dans la bibliothèque standard de Java, il y en a un petit paquet de fautes d'orthographe. Clonable, closable, ça ne prend pas de E au milieu. Bon, dommage. Puis vous pouvez me dire, eh oui, mais l'anglais, le français, on est envahi par l'anglais, on ne parle plus français, n'est-ce pas? La jeune génération, elle a perdu sa langue. Il n'y a que des anglicismes tout le temps dans le texto et tout ça. Oui, mais non. Parce que vous, quand vous allez courir lentement, vous dites I'm going to jog, I'm going to go jog, je vais aller jog. Non, vous dites je vais aller faire un footing. Et puis, qu'est-ce que vous mettez quand vous allez faire votre course lentement? Vous portez un jogging. Quoi? Pour moi, anglais, c'est jogging, c'est pas le truc qu'on porte, c'est le truc qu'on fait. Le truc qu'on porte, c'est tracksuit. Si vous avez des vêtements qu'il faut laver et repasser, vous emmenez peut-être ça chez un pressing. Ça, pressing, ça n'existe pas en anglais, ou en tout cas pas dans ce sens-là. On appelle ça dry cleaners, etc., etc., etc. Alors le pire de tout, je pense, c'est les deux derniers que j'ai mis. Pourquoi shampoing et pas shampooing? Un peu de cohérence, s'il vous plaît. Et puis relooking. Là, celui-là, il n'existe vraiment pas en anglais. Ces exemples-là, je les ai pris d'autres personnes. Linguisticae, c'est une chaîne d'un linguiste français, Romain Filstroff, je crois, de son nom, qui fait des super vidéos sur YouTube sur différentes choses. Il fait là, il y a des liens sur des shorts qui parlent de différents anglicismes qui n'en sont pas. Et puis Paul Taylor, c'est un humoriste franco-anglais maintenant, qui est implanté en France depuis un certain nombre d'années. Il y a ces 3 spectacles en intégralité sur YouTube. C'est vraiment à mourir de rire, surtout si vous êtes un petit peu bilingue, et encore plus si vous êtes un anglais comme moi, arrivé en France et vous ne comprenez pas certaines choses. Pourquoi c'est comme ça? D'ailleurs, la théorie de Paul Taylor sur le tableau précédent, c'est qu'en fait, les Français, ils se sont dit « Ah, il nous faut des mots comme ça. Tiens, on va emmerder les Anglais, on va choisir des mots juste pour les confondre. » Et pour terminer avec les linguistes, il y a un collectif de linguistes appelé les linguistes atterrés qui ont fait un tract récemment qui s'appelle « Le français va très bien, merci », pour répondre, pour démentir, pour démystifier un certain nombre d'idées reçues qu'on entend parler tout le temps, et qui ne sont pas soutenues, au contraire, par les preuves du terrain. Et le numéro 3, c'est « Le français n'est pas envahi par l'anglais ». C'est pas vrai que le français est envahi par l'anglais. Alors, vous pouvez lire un peu plus dans le détail dans leur tract, mais je prends quelques petits points. Ils prennent l'exemple du verbe « spoiler ». Alors, chez outre-Atlantique, ils vont dire divulgacher, je trouve que c'est très joli, mais ça ne s'implante pas en France, c'est comme ça. Spoiler, c'est pas de l'anglais. C'est pas plus anglais que français. Parce que déjà, le mot to spoil, ça vient d'un mot français à la base, espoilier, qu'on a perdu, on ne l'utilise plus. Voilà. Donc, en fait, c'est du français finalement. Et puis, c'est pas to spoil, c'est spoiler, c'est une verbe du premier groupe. Je spoil, tu spoil, il spoil, nous spoilons, vous spoilez. C'est pas de l'anglais. Et puis, un exemple personnel, c'est weekend. Weekend, ok, ça vient de l'anglais à la base il y a très longtemps, mais pour vous, ça n'a pas la même signification, chaque syllabe n'a pas la même signification pour vous que pour moi. Si bien que trop de fois, j'ai entendu le vendredi soir, « Hey, bon week !» Est-ce que tu dirais bonne semaine le vendredi soir? Non. Donc pourquoi tu me dis bon week? Parce que c'est un diminutif, quoi. Oui, mais non, tu as dit bonne semaine. Voilà. Pour le francophone, bon week, ça veut dire, c'est un diminutif normal de bon week-end. Voilà. Et puis, de manière générale, français et anglais, ça fait partie de la même famille de langues. Donc c'est normal qu'il y ait des emprunts, qu'il y ait des ressemblances et des transferts. Et puis, historiquement, culturellement, français et anglais, c'est quand même assez mélangé. Hein. Avec des Vikings qui sont arrivés en Normandie, puis les Normands qui sont allés envahir l'Angleterre, et puis voilà, plein d'emprunts à différentes époques. Est-ce que vous comprenez tous ça? Bien sûr. Hein. C'est du latin. Le latin, c'était la langue dominante à une époque, en tout cas dans une région de la Terre.
Certains vont dire, oui, on code en anglais parce que l'anglais, c'est la langue dominante. Ah bon? Est-ce que c'est pas dominant dans l'histoire, hein? Pour l'instant, c'est dominant dans certaines parties du monde, mais ce n'est pas vrai que c'est dominant dans toutes les parties du monde. Et c'est pas vrai que ça le sera toujours. Donc cet argument commence à être un petit peu plus ténu. L'alphabet latin n'est pas l'alphabet dominant du monde. Et puis l'ordre des mots, petite anecdote, l'ordre des mots le plus fréquent parmi les langues du monde, ce n'est pas sujet, verbe, objet, c'est sujet, objet, verbe. Donc quand vous écrivez dans un langage de programmation orienté objet, vous écrivez this.method entre parenthèses les arguments, c'est du sujet, verbe, objet. C'est calqué sur l'ordre des mots de la plupart des langues indo-européennes, à vérifier. Mais ça ne va pas forcément parler à des gens qui n'utilisent pas une langue avec cet ordre-là des mots. Pardon, je n'avais pas fini avec la linguistique. Il y a quelques années, Gretchen McCulloch, une linguiste canadienne, avait écrit un article qui avait fait pas mal de débats, pas mal de brouhaha dans la communauté des devs, surtout anglophones, où elle dit « C'est génial, coder c'est pour tout le monde, tant qu'on parle anglais ». Et elle rapporte son expérience personnelle de découvrir le monde du web et de trouver ça fabuleux parce que, en fait, pour rentrer dans le monde du web, il suffisait de regarder le code source des sites web qu'on consultait. Et on pouvait les reproduire, les copier-coller, et puis les bouger un petit peu à sa façon. On pouvait apprendre le web via le web. Sauf que, imaginez que la première fois que vous consultez le code source d'une page Internet, ce n'est pas inférieur P supérieur que vous trouvez, mais c'est une balise comme ça, que vous savez tous lire, bien sûr, tous ensemble, Zagolovok. Voilà. Est-ce que vous auriez eu la même expérience? Est-ce que vous auriez eu le même engouement? Est-ce que vous auriez eu la même facilité à appréhender le web si ça n'avait pas été dans votre écriture? Il y a des projets, il y a des langages de programmation qui sont multilingues. Scratch en est un, et notamment il y a une étude scientifique qui a montré que apprendre à coder dans sa langue, sa propre langue, bizarrement ça va plus vite. Et donc vous pouvez coder exactement le même algo dans plein de langues différentes. XL, je suis désolé de vous décevoir, la vraie réponse de la question de tout à l'heure c'est XL, hein. C'est pas Rust, c'est pas Java, XL reste le langage de programmation le plus utilisé au monde. Il est fonctionnel et il est localisé. Donc, si vous voulez revendiquer votre meilleur langage, vous avez du niveau à battre. Il y a un autre langage de programmation pédagogique qui est localisé également. Et donc, les premiers exercices de codage, c'est au lieu de juste print hello world, si vous le mettez en français, vous pouvez avoir affiche bonjour le monde. Alors attention, vous voyez la faute de typographie? Il y a quand même des erreurs de traduction là. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec le point d'exclamation? Il manque un espace ou une espace? Ah. Il y a une demi-espace insécable, je crois. Ouais. Et puis, vous pouvez avoir des choses dans des langues avec des alphabets différents. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en japonais, on ne traduit pas le Hello World. Et puis le miseru, normalement le verbe il est à la fin en japonais, donc je ne sais pas pourquoi c'est pas Hello World miseru. Et puis miseru, je crois que c'est une forme conjuguée présent. Je ne sais pas pourquoi c'est pas un impératif. Il y a une forme impérative. Bon après là, ça dépasse mes compétences. J'ai pas fait assez d'années de japonais, mais ça me pose question. Et la dernière langue, quelqu'un reconnaît? Je l'ai entendu plus fort. Espéranto, super. Est-ce que Espéranto, en tout cas dans les communautés indo-européennes, est-ce que ce ne serait pas une solution, mieux que l'anglais? Vous avez le cas, en tout cas défendu par Linguisticae,
sur quelques vidéos que déjà, au lieu de tout traduire en anglais au niveau documentaire dans l'Union européenne, ça n'a plus de sens maintenant qu'il n'y a plus le Royaume-Uni dans l'Union européenne, de tout traduire et d'être au bénéfice en fait, d'un pays qui n'est plus dedans. Ça fait des frais de traduction pour tout le monde. C'est un peu dommage. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de coder en rouille au lieu de Rust ? Pour venir sur d'autres arguments, je pense qu'ils vont être les plus probants. Si on veut parler de dette technique, c'est quoi la vraie mesure de la dette technique? C'est le nombre de what the fuck par minute, n'est-ce pas? Le nombre de surprises, le nombre de mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Si vous avez des choses qui sont codées avec une traduction anglaise un peu alambiquée, eh ben, ça peut vous en faire des what the fuck. Alors, je vois qu'il y a surtout des difficultés d'embarquement de personnes anglophones comme moi. Désolé. Et puis il y a une remarque que j'avais eue que ça ressemble un petit peu à la création d'un pidgin. Qu'est-ce que c'est qu'un pidgin? C'est le terme qui est employé maintenant dans la linguistique pour désigner une langue de rencontre, une langue d'affaires où il y a deux milieux linguistiques qui se rencontrent comme ça. Et on essaie de communiquer comme on peut. Et donc, on prend des morceaux d'une langue et d'une autre et on fait des gestes et on se dit, OK, j'ai l'impression d'avoir été compris. Au moins, il y a eu un échange, il y a eu un commerce équitable. Voilà. Et puis, on verra plus tard et ça se construit au fur et à mesure. Mais bon, est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce qu'on devrait toujours développer des nouveaux pidgins à chaque projet? Je ne sais pas. Dernier argument, pourquoi l'anglais, ce n'est pas la réponse évidente, c'est la notion de langage omniprésent. Est-ce qu'il y a des gens qui font du domain-driven design? Un petit peu, okay, de conception pilotée par le domaine métier. C'est plein de pratiques différentes, et il y en a une, c'est la notion de langage omniprésent. C'est un langage commun pour le projet qui existe entre experts métiers et l'informatique, experts de différents domaines. On peut intégrer d'autres parties prenantes aussi. Hein. Et comment est-ce que le langage peut être commun si vous codez en anglais et que le métier ne parle pas anglais? Ça existe beaucoup en France, hein, et c'est normal. Surtout sur les projets qui abordent la législation française, qui est purement franco-française. Est-ce que ça a vraiment du sens de traduire ces choses-là en anglais? Dans le livre de base de ces pratiques, Eric Evans, il dit « Domain experts should object to terms or structures that are awkward or inadequate to convey domain understanding, while developers watch for ambiguity or inconsistency that will trip up design. » Ce qu'il est en train de dire, dans notre cas précis, c'est que les experts du domaine, ils devraient refuser des termes dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et les développeurs devraient refuser des mauvaises traductions, des traductions qui créent des confusions. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va aborder quelque chose de plus sympa, les solutions, parce que bon, je n'ai pas la science infuse là-dessus, j'ai mon expérience à vous donner, j'ai quelques bribes de solutions à vous proposer, à vous d'essayer et de les adapter à votre situation. Là, je ne vais pas vous présenter une balle en argent, ce n'est pas du tout mon but. La règle de jugeote que je vous proposer, c'est inspiré de cette notion de langage omniprésent, et du coup, c'est si le métier est en anglais, alors codez en anglais. Si le métier est en français, eh bien codez en franglais. Et je vais vous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc-là, précisément. D'abord, everything in English. Everything? Everything. Let's take this. Is this in English? Does anybody see any problems with this in English? Pardon? Capital investment. There's something going on there. Do you know what it is? No, come back to it later if you find it. Anybody else
have a potential problem that this might not quite be in English. It looks English, it looks like a lot of English words, but do they really go together? No? Pardon? Pardon? Ah, very good spot. Payments, events. Payments is used, it's a noun, but it's used as an adjective. Adjectives in English are invariant, so they don't have an S mark. They don't have a plural marker. So yes, payment, event should be payment, event, events. Good job. There was another one. Counterparty, no, counterparty is good. Counterparty is contrepartie, financial counterparty. Yeah. If there's a trade, there are several counterparties. Yes? Ah, motto. What the heck is motto? Devise, yeah. But is it the good translation of devise in this context? We're talking about finance. Do we talk about our financial mottos? Be our best. Only trade safely. Currency. Very good. Okay. And the bit about the trade variable capital investment company, that is that there's a problem of word order. Trade should be at the end. Okay, no, trade. Trade is the important noun. And we shouldn't try to translate something that's just in French land. SICAV, Société d'investissement à capital variable. C'est un truc qui existe que dans la fiscalité française et dans quelques autres pays européens, mais non anglophones. Donc pourquoi le traduire? Il suffit de l'emprunter. On emprunte des termes qu'on n'a pas dans sa langue, c'est très normal, surtout quand c'est du jargon. Ok, donc a few rules of thumb. Use English word order. Please, please, please learn the English word order. I don't know, train yourself. Do it. Racehorse is not horse race. Borrow specific terms, like I just said, SICAV. Also, département. Département is not department. If you write department in your English code, people will not understand, except, well, other francophones like you. Only pluralize the last word, so you write get author names, not get authors' names. Use international English. Zip code is only understood in the United States. Color with a U is only written in English countries and some, in England and in some former colonies. And one mistake you guys make in French a lot is using NB for the number of things. We don't do that in English. And I like to use the word count, and I put it at the end. So get author count instead of get NB authors. A few gotchas, false friends. I love false friends. Agenda is not agenda. Éventuel is not eventual. Valider is not always validate. Okay, you validate the input to a form. Yes, very good. Validation, form validation. But you do not validate a process. You approve a process. And there are some spelling differences. Authentification, authentication. Adresse, un D, address 2 Ds, no E. Plateforme, I often see plateforme, sans le E à la fin. Donc c'est ni anglais ni français. And sometimes between English and French, there's an A or an E. A versus E, mais c'est pas un ordre consistant. Cohérent, pardon. D'ailleurs, consistant, cohérent, c'est pas la même chose. Alors, so that was coding in English. Maintenant, coder en français. Donc là, en franglais, pardon. Donc les termes franglais, c'est un mélange de français et d'anglais. Et quel mélange? Eh ben, les termes métiers en franquais, jusqu'à ce que les Windowsiens auront réglé leur truc. Unicode existe. La plupart des langages de programmation utilisés aujourd'hui supportent les identifiants avec des caractères, avec des lettres qui ne sont pas latines, donc, et des accents. Ouais, ce serait cool. Sauf que si vous avez des Windowsiens sur votre projet, il se peut que vous ayez des petits problèmes parce qu'eux, ils ont fait ça en isolatin 1. Et puis le reste en anglais. Donc c'est quoi le reste? Les mots-clés du langage, ça c'est incontournable, sauf si vous utilisez rouille. Les conventions, je pense que c'est bien de les garder. Des fois c'est obligatoire en Java. Si vous voulez respecter Java Beans, il faut utiliser get et set. Voilà. Vous n'êtes pas toujours obligé si vous n'avez pas besoin de répondre à certains trucs. Mais vous pouvez garder des conventions comme update, delete, find, voilà. Tous ces petits termes-là. Et les patrons de conception. Design patterns, patrons de conception, vous connaissez, hein?
pour le dire en bon français. Gardez les termes anglais que vous avez appris, sauf si vous savez correctement les traduire. Factory, c'est... Pardon? Non. Fabrique, oui. Et bean? Bean. Comment traduire bean? Ce n'est pas haricot. Je vous laisse chercher. Et puis, vous pouvez vous dire, mais ça va être la guerre. On va passer de français en anglais, sans les accents. Ça va être... Notre cerveau, il va se mettre en compote, quoi. Ben non. C'est très étudié, enfin, c'est très connu dans les milieux multilingues, la notion d'alternance codique. Les enfants multilingues, ils passent d'une langue à une autre sans problème. Les adultes aussi passent d'une langue à une autre, ou d'un registre de langue, par exemple d'un registre formel à un registre informel, sans problème. Là où ça aide beaucoup, et quand on étudie l'alternance codique, il y a souvent une règle qui a été apprise, qui a été internalisée. Elle n'est pas toujours explicitée par la personne n'est pas toujours consciente de ça, mais il y a toujours un petit truc qui déclenche. Par exemple, dire tous les mots dans sa langue native, et puis que les chiffres, que les nombres en français. Donc ça arrive avec des personnes qui ont immigré en France d'ailleurs, et qui ont intégré les nombres du français. Donc tant que vous avez une règle de séparation, eh bien, généralement le cerveau il se débrouille super bien. Et donc, voilà, si vous voulez coder en franglais, le CCAV trade, vous pouvez faire comme ça, placement CCAV, ouais, j'aurais peut-être pu mettre en minuscule ICAV, périodicite, okay, contrepartie, taux, etc. Le get événement de paiement, le 2, est-ce qu'on met le 2, pas le 2, ça, vous discutez avec vos collègues. Ok, pour terminer, quelques trucs et astuces. Surtout faites avec ce que vous avez. Là, je ne vous donne pas une licence, je ne vous donne pas un mandat pour aller changer le monde, de faire 6 mois de refactorisation de votre code et de débats éternels et interminables sur est-ce que c'est comme ça qu'il faut traduire le truc, ou est-ce que c'est comme ça, est-ce qu'il faut qu'on fasse du franglais, ou est-ce qu'on va mettre le franquais, ou est-ce qu'on va mettre l'anglais. Non, ce n'est pas ça que je vous recommande, pas du tout. Vous avez un capital, vous avez du code qui tourne, qui compile, qui a de la valeur. C'est un passif, des fois c'est une petite vedette, ou alors c'est un gros paquebot, faites avec ce que vous avez. Donc, si vous peut-être commencer par des petites réflexions. Voilà. Déjà, ma presse a pour but d'ouvrir un petit peu les yeux sur certains phénomènes sur lesquels on n'est pas conscient, et aussi casser certaines idées reçues qui ne sont vraiment pas du tout fondées sur la vérité, enfin sur les faits. Commencez à cultiver le langage omniprésent que vous utilisez dans votre application. Si vous ne connaissez pas le Domain Driven Design, allez lire, allez vous intéresser à ça. Discutez avec les experts métiers, plus interagissez, plus avec la langue qui est utilisée par les utilisateurs. Mettez-vous à documenter, si vous ne le faites pas déjà, vos décisions là-dessus. Donc, certains connaissent les ADR, Architecture Decision Records. Un peu, ouais. Donc, c'est un formalisme de décision d'architecture, mais bon, le A, on pourrait très bien l'enlever et dire juste Decision Records, des registres de décision. Vous pouvez même le franciser, c'est très bien. Et c'est juste un formalisme. Quand vous aurez les diapos, vous pourrez regarder le lien là-dessus. Vous avez plein de petits de maquettes d'ADR que vous pouvez utiliser pour enregistrer vos décisions d'équipe sur différentes choses, comme les règles de nommage et le règle de comment faire du franglais ou pas. Est-ce qu'on fait du franglais ou pas? Quand vous allez refactoriser, alors je sais que ça frotte, enfin c'est pas accepté par tout le monde, tous les devs, ce truc-là, mais je trouve que c'est très intéressant de refactoriser progressivement, surtout quand vous êtes en train de coder une API une API, une bibliothèque qui est massivement utilisée et vous n'avez pas la main mise sur tous les utilisateurs. Si vous rencontrez qu'il y a une erreur de traduction, eh ben vous en discutez, vous dites ok, c'est avéré, très bien. On voit qu'il y a de la confusion aussi. S'il y a des termes mal traduits qui ne causent pas de confusion, on ne passait pas trop de temps là-dessus. S'il y a un terme qui crée de la confusion, ok, on a trouvé la bonne traduction, très bien, eh bien, introduisons un doublon. On refactorise internement, mais l'API externe, on garde l'ancienne API, on le marque pour suppression ultérieure, on notifie nos utilisateurs le plus largement possible, on essaie de monitorer un peu l'utilisation,
Et puis, progressivement, les autres vont faire leur refactorisation à eux, à leur rythme. Vous n'avez pas besoin de synchroniser 36 000 MEP. Hein, c'est pas évident. Et puis, quand l'utilisation a baissé, eh bien là, vous supprimez l'ancien. OK. Alors, if you didn't listen to me and you are still translating your French business domain into English, put the translation in the documentation, please. Vous avez pris vachement de temps à trouver les bonnes traductions ou les mauvaises. Documentez cet effort pour que la prochaine personne qui passe derrière, il puisse comprendre, il puisse prendre le fil. Il entend ça du métier, à quoi ça correspond dans le code? Eh bien, la traduction, elle est dans le code. If you're going to translate well. Cherchez les bonnes traductions, affûtez, challengez vos traductions un petit peu. Bon, si c'est juste une petite variable interne, voilà, un truc qui n'est pas dans une API exposée, c'est pas la peine de passer trop de temps. Hein. Mais les ressources que j'utilise pas mal, c'est Lingui. Lingui, c'est un petit moteur de traduction français-anglais, anglais-français, qui donne souvent pas qu'une seule traduction comme Google Translate, mais plusieurs avec des contextes, avec des phrases aussi. C'est sourcé sur des documents qui ont déjà été traduits. Et puis, il y a la correspondance Wikipédia français, Wikipédia anglais. Est-ce que vous savez que sur chaque page, enfin sur beaucoup de pages, vous pouvez aller sur un petit onglet et il vous dit voilà toutes les pages correspondantes dans d'autres langues de Wikipédia. Si vous cherchez un terme dans une langue et vous trouvez ce terme dans une page Wikipédia et que vous voyez la correspondance dans l'autre langue, ben, c'est très probable que ça soit la bonne traduction. Et puis vous avez la même chose entre Wiktionary et Wiktionnaire. Alors, des fois, c'est moins fourni, des fois, il faut que j'aille sur un lien ou sur l'autre. Il n'y a pas toujours... voilà, c'est un projet participatif, donc il n'y a pas toujours tout partout. De temps en temps, pour votre domaine métier, vous avez des glossaires déjà, ça c'est cool. Le glossaire de Mozilla, c'est très sympa pour traduire les termes du web. Vous avez quand moi j'ai travaillé un peu dans la finance, vous avez un glossaire très bien bilingue sur les termes de la finance. N'hésitez pas à lire des livres sur le domaine métier, donc discuter avec des experts, mais lire des livres, que ce soit en anglais ou en français. Et puis, je vous recommande un peu de vous intéresser à la linguistique ou au métier de traduction. Ce sont vraiment des métiers à part entière. Je trouve qu'on a beaucoup d'idées reçues sur des choses qui ne sont pas du tout avérées par la linguistique ou par le métier de la traduction. Et donc, s'y intéresser un tout petit peu, ça permet d'éviter un petit peu des effets Dunning-Kruger, où on croit savoir un truc alors que pas du tout. Donc, il y a Linguisticae dont j'ai parlé, il y a le podcast Parler comme jamais, il y a Laëlia Véron, qui était une co-animatrice de ce podcast. Elle fait des chroniques pour France Inter, je crois, qui sont vraiment à mourir de rire. C'est des petites chroniques courtes, vraiment sympas. Il y a le podcast Vox. Et puis en anglais, vous avez Lingthusiasm, ça j'adore. Pour conclure, naming is hard. C'est une des deux choses les plus difficiles, nommer les choses et invalider les caches. Donc c'est normal que ça soit dur. English is hard. Ça, je me rends compte avec mes enfants. Hein. L'orthographe anglaise, c'est pas qu'il n'y a pas de règles, c'est qu'il y en a 36. Il y en a un petit peu moins en français quand même si des fois le code écrit français peut paraître un peu alambiqué. Pour résumer, ce que je vous propose, mais ce n'est qu'une proposition, allez discuter avec vos équipes. Si votre métier est en anglais, codez en anglais, très bien, éprouvez votre anglais là-dessus. Si votre métier est en français, codez en franglais, c'est-à-dire les termes métiers en franquais, les termes techniques en anglais. En préparant cette présentation, je suis allé sur un certain nombre de papiers scientifiques. Et je n'ai pas pu tout inclure, je n'ai pas pu tout aller au fond de tous les sujets. Et donc, c'est quelque chose qui va m'intéresser par la suite, c'est de me plonger un peu plus dans la littérature scientifique que je n'ai pas pu comprendre et regarder en profondeur, et puis de voir est-ce qu'il y a d'autres idées intéressantes à intégrer, à nuancer dans ce que je viens de dire. Et puis, je me suis focalisé sur l'anglais-français. Mais qu'en est-il des autres communautés linguistiques ? Est-ce que les Espagnols ont le même problème que les Italiens, que les Chinois, que les Japonais, que les Africains voilà. Et est-ce que tous les Africains, j'imagine, ne sont pas au même stade ? L'Afrique, c'est très grand, il y a plein de milieux linguistiques là-dessus.
Et donc, c'est des choses que je vais peut-être faire, et peut-être qu'il y aura d'autres présentations ou pas. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à m'adresser vos critiques, vos contestations. Je suis très ravi de les accueillir et vos questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou là, il reste quelques minutes. N'hésitez pas, si c'est des tomates, je veux bien entendre que j'ai tort. Oui, ici ou là-bas, pardon. Là. Non, attends, pardon, désolé, après. Merci. Oui. Je suis convaincu par l'utilisation du franglais pour coder quand le métier est en français, mais on se heurte souvent à un mur, je ne sais pas, le franglais est méprisé par les développeurs qui, je ne sais pas, se sentent complexés. Peut-être c'est un aveu de ne pas parler bien anglais. Je ne sais pas, il y a un complexe, il y a un mur. Et est-ce que tu aurais des conseils pour rendre ça plus acceptable? Parce que c'est vrai que c'est particulier comme langage. Oui, ben, ma présentation, c'est une réponse, une tentative de réponse à ce que je vois également comme réaction. Est-ce que ma tentative de réponse aura réussi? J'en sais rien, on verra. Et, je les inviterai à voir ta présentation. Ouais, voilà, en premier. Et puis à discuter, à partager les témoignages, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que moi, j'ai mon propre vécu d'anglophone, du point de vue anglophone. Je n'ai pas le point de vue francophone. Et donc ça m'intéresse beaucoup de discuter, d'échanger là-dessus. Donc je veux que les gens potentiellement regardent ça, regardent un peu les notions que je vulgarise, mais aussi me contestent, me disent « Ah oui, mais tu as pensé à cette situation-là? Tu as pensé à cette situation-là? Ah ok. » Et là, on va pouvoir discuter vraiment des sujets. Au lieu de se braquer sur « Non, faisons de l'anglais, c'est tout, c'est la seule réponse. » Essayons de construire ensemble, quoi. Une des choses que j'ai regardé, c'est la notion d'alternance codique. Je ne sais pas si ça va aider des gens. Mais juste de dire, mais les gens dans un milieu multilingue font des changements entre langues, mélangent deux langues en même temps. Alors, ce n'est pas normal de mélanger deux langues dans un livre, par exemple. Si on va écrire un fascicule ou un papier scientifique, ce n'est pas le bon contexte pour faire ça. Mais par contre, peut-être sur du code, c'est le bon contexte. Peut-être en langage familier, c'est le bon contexte. Voilà. Oui, merci. Merci pour la présentation, c'était super. De notre côté, on a un mélange un peu de l'anglais et de français dans notre code aussi. Et très souvent, par exemple, notre framework nous oblige à avoir potentiellement un S à la fin dans les noms des méthodes. Donc, par exemple, on se retrouve avec un get salarié ou salaries, enfin, on ne sait pas trop comment ça se débrouille. Et aussi, par exemple, ce que tu avais mis à ta slide un peu plus tôt dans les 33 et quelques, où on mettait events soit au début, soit à la fin. Voilà, get événement de paiement. Du coup, on a mis un S à événement, mais on a mis un S à paiement. Est-ce que c'était pertinent de mettre le S à événement ou pas? Et donc, du coup, ça rajoute de l'ambiguïté. Quelle serait ta recommandation potentiellement à ce niveau-là? Comme beaucoup de choses, mettez-vous d'accord dans l'équipe. Faites un decision record, un registre de décision. Et déjà, mettez-vous d'accord et soyez cohérents dans vos projets. Et puis après, expérimentez, regardez qu'est-ce que ça a fait comme réaction, quelles sont les contraintes différentes que chacune a. Et puis les frameworks, s'il y a une imposition d'un framework, voilà. Après, vous pouvez, si c'est un truc open source, vous pouvez, n'hésitez pas à ouvrir un ticket sur ces frameworks pour qu'ils commencent à se sensibiliser au fait que, par exemple, le fait que Java impose get et set, c'était une erreur monumentale. Donc, peut-être essayons aussi de montrer qu'il y a une place pour du multilinguisme dans les projets informatiques. Merci. Avec plaisir. D'autres questions, contestations? Oui. Thanks for your presentation. Merci pour ta présentation. You're welcome. Would you prefer an English Porsche or US? Yes. Which? So when we're coding in English, which English? Alors, traduire en anglais Porsche British ou en américain? Ça dépend du contexte. Donc, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. De manière générale, c'est plutôt un anglais un peu international. Donc, c'est ce que j'avais essayé de pointer du doigt avec la notion de zip code. Zip code, c'est que les Américains qui vont comprendre ça quasiment. Et l'orthographe britannique
est moins utilisé internationalement. Donc le couleur avec un U, ben non, c'est sans U pour la plupart. Donc j'essaierai de tendre un peu plus vers un espèce d'anglais international. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas toujours simple, mais selon le milieu linguistique qui nous entoure, le business, voilà, essayons de nous appuyer là-dessus, je pense. Voilà. Mais c'est au cas par cas, à mon avis. Ok, merci. You're welcome. Là-bas. Merci pour la présentation. Je pense que l'un des obstacles les plus fréquemment rencontrés, en tout cas dans mon cas, c'est la notion d'alternance codique dont tu as parlé. La peur que le franglais soit difficile à comprendre ou pas beau. Donc c'est intéressant tes réponses à ça et je pense qu'on pourrait même encore plus insister dessus. Et le deuxième obstacle que je pourrais envisager, c'est quelqu'un qui dirait bah oui, mais aujourd'hui notre métier il est français, mais demain on va vouloir s'internationaliser. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Mais ça peut être aussi, je pense, une crainte qui va arriver parfois en entreprise. Ouais, j'ai pas de réponse complète, donc ça va dépendre des cas. Il faut en discuter avec l'équipe, in fine. C'est pas ma recommandation qui doit faire foi. Mais quelques éléments à mettre dans la balance, c'est le YAGNI, you're not going to need it. C'est il se pourrait qu'on s'exporte à l'international. Quand? Concrètement, quand? Et puis ensuite, si on se projette de s'étendre à l'international, est-ce que les correspondants métiers sont déjà prêts à le faire? Donc, potentiellement, une réponse à dire, c'est que, OK, si nous, on mise sur cette stratégie-là, ça a un coût, est-ce que vous êtes OK avec ce coût? Et ce n'est pas que le code qui est concerné, ce sont les correspondants métiers aussi. Donc, est-ce qu'eux, ils connaissent les jargons en anglais? Est-ce qu'ils pourront nous le donner? Est-ce qu'il faut leur faire des cours? Est-ce qu'il faut nous faire des cours? Enfin, je pense que ça peut être intéressant au moins de montrer un peu plus les contraintes pour que ce soit une décision plus éclairée, je pense. Merci. Oui, une dernière. Nous, chez nous, on a eu le débat. On a essayé de trancher, mais il y a toujours des discussions qui reviennent dessus, forcément. En gros, on est parti sur des domaines en français, sauf que là, on a un domaine où, juste celui-là, on va devoir l'ouvrir à l'international. On va avoir des API qu'on doit mettre, qui vont être utilisés par des acteurs anglais, anglophones, et on ne sait pas trop comment gérer le truc. Je dirais essayer de ne pas traduire. En fait, je dirais presque la même réponse que la question d'avant. Je pense que les choses s'appliquent et je n'ai pas vraiment de truc en tête qui est différent à votre cas particulier. Ok. Là, on est parti sur traduire tout le domaine, mais du coup, on tire une pelote. Non, pardon. C'est éviter de traduire, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si votre milieu, c'est de l'international, si vos utilisateurs parlent plutôt anglais ou un globish, quoi, codé en globish, mais juste ce projet-là, ne faites pas de refacto, ne dites pas, c'est pas tout ou rien, quoi. On peut avoir un projet qui est en franglais et un autre projet en anglais, et ça va. Le monde va pas s'arrêter de tourner, comme dit mon fils. Donc, il y a plein de possibilités différentes, essayons d'étudier le pour et le contre. Moi, je dirais éviter d'avoir une charge de traduction, par exemple de l'anglais vers le français ou vice-versa. C'est lourdingue quand même, c'est une charge. Bon, si vous le faites, assumez-le, équipez-vous, prenez des cours, lisez des livres, etc. etc. Et puis la même question, c'est est-ce que le métier est prêt à parler en anglais? Est-ce qu'ils savent? Voilà. Donc je dirais que ça aussi, ça devrait motiver des réflexions à ce niveau-là. Merci beaucoup. Dernière remarque. Ah oui. À votre gauche. Pardon, oui. Donc du coup, ça répond presque à la question de l'interlocuteur précédent, parce que je suis dans une entreprise qui a 80% de ses clients finaux britanniques. 100% des développeurs sont français. Et en fait, tu as parlé plutôt dans la présentation du DDD avec le langage ubiquitaire, et je ne peux que recommander le fait de se soumettre au langage ubiquitaire afin de pouvoir sélectionner les termes. Parce qu'en fait, nous, le métier parle franglais. Donc on code tout en anglais, hein. Et le métier parle franglais. Donc en fait, là, la question ne se pose plus, et je ne peux que recommander de se soumettre à ce langage ubiquitaire dans le code. Oui.
Et il y a en fait, il y a des méthodes pour aller le découvrir petit à petit avec les métiers. Il y a le knowledge crunching et l'event storming qui sont des méthodes concrètes pour le faire. Merci beaucoup. N'hésitez pas, d'autres remarques, contestations, tomates par les réseaux sociaux. Et je me ferai un plaisir aussi de passer un peu de temps en visio si à un moment ça peut être opportun.